Bonjour. Bonjour. Nous allons vous présenter le projet de réhabilitation complète d'un ensemble HBM à Paris dans le 19e arrondissement, réalisé pour le compte de Paris Habitat avec l'agence d'architecture de Jean Marin, le bureau d'études Alterea et OTCI et la paysagiste Mao Delage. L'ensemble a été exécuté en travaux par Bouygues et la SIEC. Il s'agit d'une réhabilitation d'envergure puisqu'elle concerne l'ensemble des logements de l'opération, soit 468 logements. Il y a 26 cages d'escalier, un bâtiment typique qui a hérité de travaux type Palulose dans les années 80-90, plutôt pathologisant qu'autre chose d'une certaine manière, et qui a nécessité de renforcer certaines qualités déjà présentes et de régler certaines pathologies d'importance comme des salles de bain très peu qualitatives, des marches très hautes pour accéder aux douches, etc., des problèmes d'inconfort récurrents, des problèmes de ventilation, de condensation, etc. Et enfin, des logements qui présentaient un mode de vie correspondant à celui du début du XXe siècle, on va dire, et qui aujourd'hui nécessitait d'être requestionné. Le programme des travaux, comme vous le voyez, est très important. Il concerne d'une part une dimension énergétique par l'isolation thermique de l'intérieur pour les logements, le remplacement des menuiseries, la pose de persiennes métalliques qui a été généralisée pour un meilleur confort d'été notamment, un traitement acoustique qui est particulièrement important dans ce type d'édifice avec une structure béton et qui est un des désagréments les plus importants pour les habitants et qu'on a pu traiter, on va dire, de manière ponctuelle sur le site, mais de manière, on va dire, choisie, qui permettait d'améliorer de manière importante le confort des résidents. Et enfin, la rénovation des parties communes, la rénovation des halls, etc., la création de locaux de service, extrêmement manquants dans ce type de bâtiment, en tout cas désorganisant soit les espaces extérieurs, soit par leur manquement la vie de tous les jours, notamment pour les vélos et les poussettes. Et la réfection complète des espaces extérieurs avec un ensemble de bâtiments qui originellement est constitué par une importante surface minérale sur le site. On est dans une pensée hygiéniste du début du XXe siècle, avec une volonté de pouvoir nettoyer l'ensemble du site très très facilement. Donc il y a quasiment il y a vraiment très peu de plantations, quelques arbres qu'on a pu conserver pour la plupart, mais un ensemble extrêmement minéral à l'origine que l'on a interrogé dans cette dimension-là. Comme vous l'aurez compris, l'importance des travaux ne permettait pas de garder les habitants dans les logements. Et donc on a mis en place une opération tiroir qui nécessite de créer des logements relais qui pourront accueillir pendant toute la durée des travaux les locataires qui auront quitté leur logement pour laisser l'entreprise travailler tranquillement. Donc pour cette phase d'opération tiroir, ça nécessite une organisation de chantier assez complexe et en tous les cas ça a nécessité d'avoir 8 phases de relogement des locataires. Pour pouvoir démarrer une opération comme celle-ci, on a besoin de créer de la vacance, donc on s'y prend entre 4 et 3 ans avant le démarrage des travaux. On arrête la relocation et puis on active, on accélère les mutations de façon à avoir à peu près au démarrage des travaux 25% de logements vacants. Ces logements seront aménagés en logements relais pour accueillir les habitants. Là, sur cette opération,
La durée, enfin les déménagements, ça a duré 8 ans. En fait, il y a eu entre 2016 et 2024, les derniers locataires sont rentrés chez eux en courant 2024. Ça a représenté plus de 500 déménagements. Et pour réaliser ces déménagements, on a une équipe dédiée qui accompagne les habitants pour préparer le déménagement, repérer les habitants qui ont besoin d'un accompagnement plus spécifique parce qu'on a beaucoup de personnes âgées sur ces ensembles immobiliers. Et puis, il les accompagne au retour du logement pour reprendre les lieux et réaménager leur logement qui a été complètement refait. Le temps en logement relais pour les locataires, c'était environ entre 9 et 12 mois sur cette opération. Et puis, voilà ce qu'on peut dire sur l'opération Tiroir. Oui, c'est un peu l'essentiel. Et en fait, c'est le clou de la réussite de cette opération. Ça demande une très grande cohérence entre les équipes de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage, ces différents services et l'entreprise. Sans cette organisation-là, le projet ne peut pas se faire. Et il y a quelque chose d'assez invisible dont on parle très peu, c'est tout le travail préparatoire qui nécessite cette parfaite organisation. Notamment, vous imaginez, vous le verrez par rapport aux photos de chantier, la difficulté que peut représenter une multitude de déménagements dans un territoire aussi important soit-il en chantier. Alors, ces bâtiments-là ont des qualités intrinsèques que l'on connaît, celles de la polychromie, de la brique, de façades aussi importantes sur la rue que sur les cours. Donc, ils proposent là un progrès assez important d'un point de vue social et d'un point de vue architectural et urbain. Une des premières choses que l'on étudie lorsqu'on s'attelle à ce type de patrimoine, c'est la structure qui constitue la base de ces édifices dans lesquels on va intervenir. On a mis en exergue la dimension structurelle quasiment en plan libre, un système de poteaux-poutres qui nous laissait d'une certaine manière une certaine liberté d'intervention dans les logements et qui nous permettait de comprendre quelles étaient les possibilités d'intervention, que ce soit sur les façades ou à l'intérieur des logements. Donc vous voyez, on est en 1926 et on est quasiment dans un plan libre corbuséen de quelques années plus tard. Donc c'est assez étonnant de comprendre la modernité qui peut s'exercer à travers ces bâtiments qui affichent d'une certaine manière une dimension assez classique. À gauche, le relevé de structure que l'on a réalisé avec des planchers en ourdi béton, des façades avec une double paroi en briques, briques creuses, paroi intérieure, un vide de construction et des briques pleines sur l'extérieur, le tout étant harpé à l'intérieur. Dans cette... hop, je ne sais pas si... Non. Donc vous voyez entre les deux épaisseurs de briques, en fait, ce vide d'air. Et dans cette partie-là, donc le bandeau qui permet d'accrocher les planchers, qui va donner cette lecture en façade de cette horizontalité, qui va permettre le rejet d'eau des façades. L'ensemble des fenêtres est posé sur un appui béton, un linteau béton. Pour ce bâtiment-là, on a vu qu'on ne pouvait pas travailler dans l'épaisseur des deux pots pour pouvoir l'isoler parce que la brique avait besoin de pouvoir respirer. Donc on n'a pas injecté d'isolant à l'intérieur de la paroi et en plus les harpes, c'est-à-dire les liaisons entre les deux parois de briques, auraient conduit à trop de points de pont thermique, pardon, et donc aurait mis à mal cette isolation. Donc on a étudié de la façon, vous pensez bien, la plus mince possible, puisqu'on est en opération tiroir, c'est-à-dire que les baux restent les mêmes à l'issue des travaux, donc il ne s'agissait pas de perdre de surface. On a travaillé sur une isolation thermique par l'intérieur en polyuréthane, la plus fine possible, avec en continuité les menuiseries. Et on a injecté à l'intérieur du plancher, pour éviter le pont thermique par le bandeau béton, on a injecté un isolant à travers le parquet. Ensuite, on a au niveau du plancher haut installé une isolation
qui elle avait et une dimension thermique et une dimension, une caractéristique acoustique. Et là, on a pu, si vous voulez, en créant l'ensemble de ces interventions, fonctionner comme un système boîte dans la boîte qui a permis une isolation continue. Le fait de mettre les baies au nu intérieur de la nouvelle isolation nous a permis d'avoir de la place suffisante pour installer des persiennes de manière systématique sur le tableau des baies. Et ainsi, on a pu généraliser ce principe qui était déjà présent en rez-de-chaussée en premier étage. Donc les persiennes du rez-de-chaussée du premier étage ont été déposées, déplombées, thermolaquées, et on a complété avec des persiennes neuves dans les étages supérieurs. Vous voyez là un plan d'un angle de bâtiment avec des conduits à coller, qui est une des contraintes les plus importantes dans ces logements-là, puisqu'il va falloir faire plomber l'ensemble des nouvelles gaines sur tous les niveaux. Donc on a mis en place des nouveaux systèmes de ventilation, de chauffage, etc. Et donc c'est une des dimensions les plus contraignantes parce qu'elle nécessite notamment, on ne le voit pas ici, mais de pouvoir installer ces passages entre les yourdis béton qui ne sont pas alignés, qui ne plombent pas d'étage en étage, pour pouvoir minimiser l'impact de ces nouveaux passages. En réduisant cette dimension de gaine, on a ainsi compensé la perte de surface induite par la pose d'un isolant intérieur. De fait, on a même quelquefois gagné un peu de surface dans les logements en isolant par l'intérieur, par le jeu systématisé de minimisation des conduits, plus de rationalisation de certaines cloisons dans les parties communes, dans les parties privées. Alors au niveau des parties communes, bon, vous voyez un état initial, avec cependant des qualités qui sont là, des matérialités assez pérennes au niveau des revêtements de sol, des marches en béton, des ascenseurs déjà présents qui sont très contraignants en termes de travaux, notamment pour ne pas être altérés lors des travaux. Voilà, une forme d'ensemble qui permet d'accueillir, tout en conservant la mignonnette, par exemple, sur les parois des circulations, en restaurant les marches en béton, les sols. Bon, ensuite, ce que l'on fait, c'est quelque chose de très simple qui permet d'accompagner les qualités existantes et la création des locaux, naturellement, de services associés. On simplifie beaucoup les choses, hein, des sas existaient, ils ont été supprimés, des portes très altérées, beaucoup de surfaces très variées qui nécessitent naturellement d'être simplifiées dans leur saillance, etc. et qui, au final, s'associent aux qualités existantes pour faire un espace digne et de qualité. Les logements, vous voyez là, un des logements les plus typiques, ceux en tête de la plupart des bâtiments, des T3. À gauche, l'état existant, on a fait un état systématique de relevé de l'ensemble des logements au niveau de leurs occupants. C'est une des qualités de travailler dans des logements qui sont vécus et dans lesquels reviennent les gens, c'est qu'on comprend la manière dont les gens vivent et que cela nous influe d'une certaine manière assez fortement sur les aménagements futurs. On a ainsi pu, notamment au niveau des T3, on a pu remarquer des variations très importantes d'utilisation des logements. Donc tout ça tient à très peu de choses, hein. On rationalise les pièces humides, on démolit des conduits lorsqu'ils sont trop importants ou lorsqu'ils nous, comme à droite, dans les parties hautes des étages, lorsque là aussi ils prennent beaucoup de place et qu'ils favorisent une transition phonique assez forte entre les logements. Donc vous voyez, en démolissant ces conduits, en réduisant les surfaces de gaine, on gagne beaucoup de surface qui va compenser celle des prises par la nouvelle isolation que vous voyez là en façade. Vous voyez ici, entre la chambre et celle d'à côté, d'un point de vue acoustique. Rationalisation donc des pièces humides, avec des douches qui sont suffisamment basses pour être accessibles, des gaines qui sont accessibles dans toute leur hauteur pour une facilité d'entretien ici, et des linéaires de cuisine suffisamment généreux pour recevoir la multiplicité de ce qui est en place de manière assez éparse dans les situations originelles.
et qui permet de compenser la faible surface de séjour de 15 mètres carrés par la possibilité de prendre son repas dans la cuisine. Donc ce sont des choses très simples, comme le fait de décommander une pièce par une autre en créant un nouvel accès par le séjour et en dégageant par ailleurs une surface plus lumineuse puisque la façade devient éclairée sur son entité. Cela génère un mode d'habiter qui correspond à celui d'origine d'une certaine manière, donc on n'est pas dépaysé en rentrant chez soi, mais la vie est beaucoup plus facile et l'aménagement d'origine qui peut être très complexe dans les particularismes de chacun trouve d'une certaine manière aisément les moyens de se réintégrer dans les espaces nouvellement constitués. Et alors vous voyez par exemple, on a fait le choix de laisser visible l'ensemble des canalisations de chauffage de manière à pouvoir voir si des fuites pouvaient se faire dans le temps. Donc c'est un sujet de discussion. Mais par contre, on a dessiné l'ensemble de ces passages pour qu'ils soient le moins visibles possible. Merci Madame Schauer. D'autre part, toujours dans, bon, vous voyez, des choses très simples. Les parquets peuvent être restitués dans leur état d'origine, réparés lorsqu'on dépose des conduits ou quand on dépose une cheminée, comme vous le voyez à droite ici. Ces pièces sont de très grande qualité, très simples. Il suffit de leur redonner une certaine dignité, simplicité d'origine. Et vous voyez un mur doublé acoustiquement sur la gauche. En rouge, les éléments modifiés. On a relevé l'ensemble des mobiliers d'à peu près 70 logements pour pouvoir comprendre à nouveau comment les gens vivaient dans ces logements et permettre, lors des installations électriques, de chauffage, de passage des canalisations, même les plus discrètes possibles, de l'isolation acoustique et thermique, de permettre un réaménagement cohérent pour l'ensemble des occupants. Et cela nous informe justement de manière très simple du mode d'habiter dans ses variétés sur des logements identiques. Le chantier est naturellement un des moments les plus délicats pour les résidents, pour l'entreprise, pour les différents intervenants de la résidence, ceux qui viennent en faire l'entretien, etc. Et donc vous voyez ô combien ça peut être très complexe de pouvoir intervenir sur certains bâtiments alors que d'autres sont occupés. Donc ça demande une organisation extrêmement minutieuse. On a en plus un jardin d'enfants qui est situé au milieu du site, qui est une des qualités aussi de cet ensemble. Dès l'origine, il est socialement très ouvert sur la ville. Il continue d'être très ouvert sur la ville, notamment parce qu'il permet cette porosité des habitants sur ce site. Et naturellement, tout l'assainissement, l'ensemble des réseaux est refait. Donc tout ça nécessite une coordination très importante entre les différents lots et les résidents et les différents intervenants. Vous voyez là les fameux garde-corps. On a eu énormément de problématiques au niveau de l'inspection du travail. Les travaux étaient prévus sur nacelle. Il y a eu un changement d'interlocuteur au moment des travaux. Il a été demandé de mettre en place des protections ici Biprotect que vous voyez là en tableau d'ébet qui permettaient de pouvoir remplacer les menuiseries en sécurité. Donc ça veut dire qu'on peut remplacer des menuiseries en sécurité sans forcément mettre d'échafaudage puisqu'on n'avait pas le ravalement n'était pas prévu dans ce lot-là. Mais c'est une bataille assez forte avec l'inspection du travail et puis les montes matériaux qui permettent de pouvoir coordonner plusieurs cages en même temps. On ne le voit pas ici, mais naturellement, les boîtes aux lettres, etc. font partie tous les services qui doivent être assurés de manière continue pour l'ensemble des résidents pendant ces travaux. On a déposé beaucoup de portes qui étaient plutôt altérées, qui ne jouaient plus du tout leur rôle de pare-flamme, de sécurité, etc. Et en cours de chantier, on est venu à manquer de bois pour construire les locaux jardiniers. Donc c'était juste en période Covid. Le bois a pris une flambée importante. On s'est tourné vers une
une masse de bois que l'on avait sur site, qui étaient les portes palières, dont on a extrait différents modules qui nous ont permis de mettre en place la maison des jardiniers avec ces bois réemployés, traités par une entreprise de réinsertion. On a accompagné très fortement l'entreprise sur le sujet. Naturellement, ce sont des efforts très conséquents encore aujourd'hui pour pouvoir faire déployer ce réemploi sur ce type d'intervention, mais il nous semble fondamental de pouvoir aiguiller ce type de pratique aujourd'hui. Et vous voyez là la trace même des peintures qui restent une fois les portes ouvertes, des anciennes portes des logements. Donc c'est des choses qu'on a décidé de laisser visibles lorsque les portes étaient ouvertes. Cet endroit, c'était ce qu'on appelait la baie, pardon, pas la baie, mais la cour aux cochons originellement. C'était un fond de cour très mal fréquenté, usité. Et on a essayé de lui donner une nouvelle dimension par l'usage d'une maison des jardiniers en extrémité, articulée avec un local plus haut qui donne sur un parking, qui donne sur une autre partie du site qu'on a ouvert à la ville. Cette articulation a été magnifiée par cet emploi du bois et du bois de réinsertion. Vous voyez ici en rouge le plan d'origine avec tous ces éléments qui ont été déposés au démarrage du chantier, qui ont permis l'assainissement dans un premier temps, mais aussi vous voyez l'importance de la surface minérale qu'il y avait originellement. On a plus que doublé les surfaces plantées dans le cadre du projet, donc c'est assez conséquent. Vous voyez les axes de symétrie très fortement compositionnels du départ, Simon Bolivar, Mathurin Moreau, et un nouvel accès qu'on va créer ici, de manière à désengorger le site et à créer un nouvel accès ici qui devient majeur avec l'installation d'une loge qu'on va situer ici. Donc le site devient un peu plus poreux. On condamne un accès ici qui est très mal vécu, couvert, contraint, etc. Et on en profite pour redresser une grande partie du sol, à peu près la moitié, par des compensations de déblais remblais, de manière à rendre accessibles tous les halls de cette partie du site. Et cela nous a permis, dans le cadre de la réfection de l'ensemble des logements des rez-de-chaussée, qui étaient également nécessairement modifiés dans le cadre de l'intégration des locaux techniques, de créer des grands logements PMR qu'on n'avait pas du tout sur le site. Donc les logements dans les étages, d'une certaine manière, bougent très peu, mais au rez-de-chaussée, il y a un remaniement très important, bon, on peine à le voir ici. Le dessin des jardins, lui, essaye de viser des qualités quasiment identiques pour tous, telles que les façades le font originellement. Les façades sur rue sont aussi qualitatives que les façades sur les jardins et à l'intérieur du site. Et on a fait de même pour les jardins, on a fait en sorte que chaque façade ait à sa manière un jardin qui lui soit propre également et qui permette d'adresser spécifiquement l'ensemble de ces bâtiments de manière égalitaire, aussi démocratique que celle des façades le permet. On a par ailleurs, une des contraintes majeures, naturellement, c'est l'accès pompier qui doit être conservé sur l'ensemble de cette cité. On a par ailleurs des accès, certaines circulations, de manière à magnifier la présence du végétal dans ce site, tout en permettant naturellement cette circulation de sécurité. Créer ce nouvel accès ici. Donc vous voyez là la maison du jardinier, les locaux de service qui y sont accolés. Le nouvel accès ici, la nouvelle loge, et donc une grande circulation, une nouvelle rue, la rue des Chaufourniers, l'allée des Chaufourniers, qui prend place à l'intérieur du site, qui permet de le rendre un peu plus homogène dans sa distribution. Ici, l'implantation des jardins partagés, également ici, qui est clos par cette maison des jardiniers, et qui est un véritable lien social associé à la maison des associations qu'on a recentré dans cette partie du site, de manière là aussi à permettre à chacun des résidents de pouvoir identifier de manière très forte cette maison des associations. Voilà, vous voyez pas mal d'éléments à gauche qui ont été supprimés, comme des bacs à déchets, des édicules de service, etc. Et puis le projet à sa livraison.
À gauche, des surfaces très minérales du départ, et puis à droite, le jardin partagé, qui permet là également un fort lien social, et qui a été installé ici parce que c'était le seul endroit où il n'y avait pas de hall distributif, donc qui permettait l'implantation de ce lieu. Et ici, depuis l'avenue Simon Bolivar, donc le grand axe qui a une venelle mise à distance des logements par les plantations secondaires et qui permet l'accès au jardin partagé, etc. Voilà la maison des jardiniers, les différentes plantations qui sont naturellement constituées en fonction des zones d'ombre, des zones ensoleillées, etc. Donc vous voyez, ce désaxement est très important parce qu'il permet de générer des surfaces d'implantation puissantes plutôt que fragmentées dans l'ensemble du site. Donc on met toujours les logements du rez-de-chaussée à distance, on déporte la circulation. Cela nous permet de planter de manière importante sur le reste de la surface des vides du site. Il n'y a pas de parking. Et donc, on va revenir un peu sur les temps du projet, parce que c'est effectivement un site d'envergure, avec des travaux également d'envergure. Pour nous, maîtres d'ouvrage, on a commencé à réfléchir, à s'interroger sur ce site en 2010. En 2012, on a fait appel à l'agence d'architecture Marin de Jean, suite à évidemment une mise en concurrence. Ont été lancées les études qui ont duré de 2012 à 2014. Pendant cette période d'études, il y a eu beaucoup de concertations avec les habitants pour leur présenter ce qu'on allait faire et cette opération tiroir, parce que pour eux, c'est quand même très impactant dans leur quotidien de devoir quitter leur logement et revenir un an après. Ils restent sur le site, mais c'est quand même voilà, un gros changement et une grosse perturbation dans leur vie quotidienne. Le travail sur les logements, Monsieur Dejean l'a montré, les plans, même si c'était des aménagements finalement assez simples et qui semblent évidents quand on voit les plans maintenant, mais il y a eu beaucoup d'échanges avec les habitants, des réunions pour montrer les plans, pour voir si, comme vous le disiez, leur façon de vivre et de voir si ça leur convenait, ces petites modifications. Et puis, il y a eu un vote en 2013, parce que pour nous, c'est important, vu l'ampleur des travaux et vu ce qu'on va leur demander de participer à ce projet en partant et en revenant. C'est important qu'on valide ça par un vote. Et donc, du coup, il a eu lieu en décembre 2013 et il y a eu 76% de locataires pour ce projet. Et il y a une participation de 77%. Donc, ce n'est pas quelques locataires qui sont venus, mais il y avait une mobilisation forte de leur part. On a lancé l'appel d'offres en 2015. L'OS Travaux a été donné fin 2015 à l'entreprise Bouygues. Les premiers déménagements pour les locataires ont eu lieu à l'été 2016. Donc, sur les 6 premiers mois de l'année 2016, ont été aménagés les logements relais pour accueillir les premiers habitants. Et puis après, s'est engagée l'opération et son phasage, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la livraison a eu lieu en novembre 2023 et les derniers locataires sont rentrés chez eux en courant 2024. Voilà. Et puis là, vous avez le montant des travaux. Alors le montant global, c'est en TDC, les 37 600 000, c'est toutes dépenses confondues, c'est pas du hors taxe. C'est pas... Et on a, pour ces travaux, été subventionnés par la ville à hauteur de 20%. Voilà ce qu'on peut dire sur ce projet. Merci. Merci.